S'il n'y a aucune mauvaise nouvelle, si les indices américains recassent les petites résistances de court terme sous lesquelles ils sont cette semaine, si l'absence de mauvaises nouvelles fait que la volatilité reste écrasée, qu'on continue de grimper, on pourrait très bien casser cette oblique, aller chercher les plus hauts de 2015 vers 5200 points, voire un petit peu plus. Simplement, il faut bien avoir conscience qu'au cours actuel, on est à la croisée des chemins. Et ça, c'est d'importance. Donc dans ces cas-là, on va attendre que le marché nous donne potentiellement des informations. Donc voilà, on a un marché américain qui est haussier et proche d'un haut de canal et un marché européen qui est sur une zone de prix assez pivot. Le tout après une séquence haussière assez importante sur les 6 derniers mois. Donc le potentiel n'est pas forcément épuisé, mais il va falloir que les acheteurs transforment l'essai pour montrer qu'ils en ont encore sous le pied. Et là, ça devient un petit peu plus difficile. Si je peux me permettre de revenir, et ça n'a rien contre toi, sur la surperformance des actions européennes. J'adore cette thématique et j'adore quand les gérants en parlent sur BFM. Alors, vous prenez un CAC et vous prenez un S&P 500, vous les mettez l'un sur l'autre sur 25 ans. Et vous allez essayer de voir les périodes de surperformance du marché européen sur le marché américain. Elles sont extrêmement rares. Les 2 dernières périodes où le marché français a décalé plus vite que le marché américain à la hausse, c'est en 2007, où alors que les indices US plafonnaient, le CAC est monté tout seul de 10% avant de les reperdre tout aussi rapidement. Et c'est en 2015, où le CAC 40, suite au lancement du QE, a pris 30% en ligne droite, puis est retombé tout aussi sec. Donc en gros, pour moi, ces périodes sont rares. Elles peuvent être parfois dangereuses à jouer, parce que c'est une thématique dont tout le monde parle. Et en plus, souvent, c'est une hausse qui se fait par rapport aux indices américains avant qu'il y ait un rattrapage par le bas de l'Europe vers les États-Unis. En plus de ça, on a un risque politique en Europe avec la France et avec l'Allemagne. En plus de ça, et ça n'a pas changé depuis 20 ans, alors vous allez me dire l'année dernière, l'Europe a fait un peu plus de croissance que les US, bon d'accord. En Europe, le chômage est plus élevé, la croissance est plus faible, l'inflation est plus faible, les résultats d'entreprise sont inférieurs. C'est tout simplement une équation mathématique. Les US sont plus forts, point. Donc il est normal que leurs indices soient plus hauts, plus punchy, plus dynamiques. Ils sont pro-business alors que nous, on est englués dans des risques, dans des crises politiques à répétition. Donc la surperformance américaine sous-performance américaine peut peut-être durer quelques semaines, mais attention tout de même. Par contre, je suis d'accord avec toi, il peut être intéressant de jouer des spreads, de jouer des long shorts. On voit par exemple le marché américain très haut, notamment il y avait l'indice, le Russell 2000 des small caps, et puis parallèlement on avait l'indice portugais qui était en bas sous une résistance prêt à sortir. Donc oui, par période, on peut peut-être jouer comme ça un spread indiciel. C'est vraiment, comme ce que tu disais, c'était en 2015 quand la Fed avait l'intention de monter ses taux pour la première fois. Pendant toute cette période-là, on a eu le marché américain qui a sous-performé le marché européen. Ouais. Et là, c'était relativement facile. On avait les marchés européens qui montaient, on avait une grosse résistance sur le marché américain qui venait de ces hausses de taux qui allaient arriver. Là, pour le coup, je pense qu'on est un peu dans le même système et dans le même cycle, mais c'est vraiment ce type de trade-là, il faut les jouer sur des thématiques précises et c'est ciblé, à savoir, on va avoir 3 hausses de taux aux US, on est sur des valorisations relativement chères, on a un discount qui est vraiment important du fait de risques politiques, donc le risque politique passé plus les 3 hausses de taux aux US versus peut-être une hausse de taux en 2018, pour moi, font qu'on peut jouer ce spread-là. Mais comme tu disais, il faut vraiment que ce soit sur des événements clés. Et comme en 2015, quand il y avait les hausses de taux aux US, et là, pour le coup, pour moi, c'est un peu dans ce même schéma-là. Et par contre, dans l'autre spread long Europe et short, par exemple l'Angleterre, le FTSE, là pour le coup c'est un peu plus simple à gérer. Ouais. Donc, mais c'est toujours bien pour des investisseurs, même quand ils sont haussiers sur par exemple l'Europe, de bénéficier de cette hausse-là
Et s'ils se trompent, d'avoir une couverture. D'avoir la couverture qui va leur permettre de même gagner, alors que le scénario de base en Europe n'est pas haussier, et uniquement parce que dans leur couverture, le marché sous-jacent va plus baisser. Donc après, pour des personnes qui veulent être exposées à 100%, c'est un risque, ils vont gagner plus. Moi, je privilégie plutôt de gagner moins, mais d'avoir un spread, de payer en fait une prime pour pouvoir couvrir en cas de chute. Okay. Ouais, juste une chose, vous écartez assez facilement le risque Le Pen. Pourquoi vous y croyez vraiment pas du tout? Et juste rapidement, parce que je sais qu'on a déjà pris beaucoup de temps pour les perspectives, mais si Marine Le Pen gagne les élections, quel impact ça a sur le CAC et l'euro, à votre avis? Alors, le pourcentage? Non. C'est-à-dire? On rentre pas dans ces conditions, ces trucs-là. Le Brexit et Trump. Oui, bah, tout le monde s'est planté. Ouais. Tout le monde s'est planté, toutes les estimations. Alors hier, je disais, les actions de la zone euro vont perdre 35% si Le Pen passe. Wow. Une météorite est tombée dans la mer et on va être tous submergés. Quoi. Non, les anticipations d'économistes sur des facteurs aussi complexes, c'est inconcevable. On n'en sait rien. Voilà. Donc Le Pen est un risque. Il est certain que si on est sur les actions françaises et qu'on est clairement à l'achat, bon, bah, à la veille des élections, il faut peut-être se protéger, il faut peut-être sortir un petit peu du marché, il faut peut-être être méfiant. Mais je ne sais pas du tout ce que ça aurait comme impact sur les marchés. Oui, ça pourrait faire baisser l'euro, oui, ça pourrait faire baisser le CAC, c'est pas comme Trump, c'est moins pro-business, donc ce serait moins qualitatif, mais à quoi bon essayer d'anticiper? C'est pas un trade qu'on va essayer de jouer, mais plutôt un risque contre lequel on va se prémunir, je pense. Pour poursuivre ce que disait Nicolas, en fait, comme il disait, si on est positionné sur le marché action, on sait que ça peut y avoir un risque négatif, donc soit sortir du marché. On sait que ça peut être que négatif en tout cas. Donc à partir du moment où on a cette donnée-là, soit on prend le risque que ça ne va pas avoir lieu, mais soit on se dit, si ça a une chance d'avoir lieu, de sortir du marché. Mais on ne peut pas jouer le scénario en disant je vais shorter le marché parce que ça va perdre 35%, ou, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc c'est difficile de jouer des scénarios aussi improbables. Même si c'est tentant de se dire j'aurais pu me mettre short avant Trump, ou j'aurais pu me mettre short avant le Brexit, parce que c'est vrai que c'est une baisse de 14% ou de 6% le lendemain. Mais pour un trader, c'est pas quelque chose à jouer. Ben, pour un trader, il faut se lever le matin à 6h, parce que le matin du Brexit comme le matin de Trump, c'est des magnifiques points d'achat. On baisse pendant la nuit, le VIX s'envole, et à partir de 4h, 5h du matin, la nuit où Trump a été élu, le VIX chute et les marchés futurs ne font que monter. Et là, on voit un magnifique point bas se former, tout le monde rachat de short massif, et on explose tout à la hausse. Donc je pense qu'il vaut mieux se lever tôt, quoi qu'il arrive, voir s'il y a des opportunités intéressantes, plutôt que se dire la veille je vais faire du pile ou face. Enfin, c'est pas comme ça que je vois l'investissement financier, la bourse en général. Ok. Mais désolé Fabien si je suis assez cash là-dessus, mais c'est juste que voilà, je trouve assez fatigant d'écouter tous ces sondages qui nous donnent les présidentielles, etc. Alors qu'on sait très bien que depuis un an, les sondages ont complètement faux. Donc je sors de ce bruit-là et on va dire qu'en général j'évite de parler politique, même si en ce moment on est complètement obligé. Allez, j'avance. On parle de la paire euro-dollar qui est dans un range depuis 2 ans entre 1,04 et 1,1450. Les banques révisent leurs prévisions baissières à l'image de Citibank qui vise 1,04 contre 0,98 auparavant. Il y en a qui visaient la parité qui vise maintenant 1,10, d'autres 1,15. Donc je suis complètement d'accord avec toi Tarek. Le concept de la parité, moi c'est pareil, ça fait 2 ans, à chaque fois que tout le monde dit ça va à la parité et qu'on vient de baisser de 500 points, je dis ok c'est un point bas, il faut se mettre en face. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de données fondamentales qui nous permettent réellement de faire chuter complètement l'euro, notamment parce qu'à court terme on a vu que les chiffres s'amélioraient, que l'inflation revenait et qu'on avait des spéculations sur un arrêt potentiel du quantitative easing. Alors par contre, ça c'est un des sujets sur lesquels je ne suis pas d'accord du tout, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est dans l'œil du cyclone, et j'ai l'impression qu'on est dans une parenthèse enchantée.
C'est-à-dire qu'en 2016, on avait des indices américains qui plafonnaient, des indices européens également qui plafonnaient, et tout le monde avait peur de ce qui pouvait arriver, puis il n'est rien arrivé. Et maintenant, on a des chiffres économiques qui s'améliorent un petit peu, on a des perspectives qui s'améliorent. On est aussi en début d'année, et en début d'année, tout le monde est tout le temps positif. Et puis ensuite, tous les mois, on revoit à la baisse les estimations, et c'est ça sur la croissance, et c'est ça sur les résultats d'entreprise, et c'est ça sur les taux d'intérêt. Donc j'ai l'impression qu'en novembre, Trump a été élu, on s'est dit, ça pourrait être la fin du monde. Tiens, ce n'est pas la fin du monde. Ensuite, on s'est dit, ça va bien aller. Et maintenant, on est dans un mode euphorique où ça va être absolument génial. Or, j'ai tweeté ces dernières séances, et c'est de nombreuses banques qui le mettent en avant, la différence entre les soft et les hard data. Les soft data, ce sont les enquêtes, ce sont les estimations, ce sont les sondages, ce sont les PMI, les indices de confiance des consommateurs, des investisseurs qui sont tous comme ça. Tous au plus haut, à des niveaux de 10 ans, 15 ans, au top du top. Les hard data, elles sont là. Elles n'ont pas bougé d'un iota. Et je comprends tout à fait quand Mario Draghi nous dit que l'inflation ne remonte pas assez en zone euro, qu'elle n'est pas sustainable, qu'elle n'est pas soutenable, que l'inflation core n'est pas remontée et qu'il ne va pas toucher à son QE. Pour moi, on a beaucoup plus de risques de voir un événement politique ou géopolitique déstabiliser les marchés et Mario Draghi tenir, voire augmenter son quantitative easing, comme il l'a dit à plusieurs reprises, plutôt que de voir la BCE arrêter son quantitative easing en 2018. Et je vais vous montrer un graphique de l'inflation après. En fait, tout mon cheminement de pensée concernant l'inflation est basé sur le fait que le pétrole a touché un point bas le 11 février 2016, qu'en février 2017, l'effet de base du pétrole, c'est-à-dire la hausse du pétrole qu'on a eu, qui représente 100% de hausse entre les 27 et les 54 $, a eu un effet énorme sur l'inflation. Or, l'inflation core, l'inflation sans les aimants volatiles que sont l'alimentaire et l'énergie, n'a pas bougé depuis 12 mois en Europe. Donc, hormis le pétrole, vous retirez le pétrole, il n'y a pas d'inflation. Mais ça, c'était dans une politique, enfin, dans une période économique où on était dans une période déflationniste. On avait des mauvais chiffres économiques, et là, on a des premiers chiffres économiques qui sont bons. Et on sait qu'il y a toujours un retard entre des chiffres économiques qui sont bons et qui vont être répercutés sur l'économie. Et c'est pour ça que Mario Draghi, il y a environ un mois, a même dit « je suis prêt à augmenter mon QE ». Et malgré le fait qu'il dit « je suis prêt à augmenter mon QE », l'euro-dollar, il n'est pas allé chercher des niveaux plus bas. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a le côté médiatique, il y a la thématique actuelle de l'inflation. Et donc oui, à court terme, j'explique à mes clients, voilà, Mario Draghi va constater que l'inflation monte, il pourrait nous parler un petit peu de taper ou de ralentissement, etc. Tout dire à ce sujet-là peut mettre une belle hausse sur l'euro, et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu récemment avec la hausse de 1,05 à 1,08. On a aussi la BCE qui est sortie du bois hier en nous disant « attention, les marchés ont surinterprété nos propos récents ». Pour dire « calmez-vous ». Et on a vu hier ou ce matin l'inflation espagnole tomber en dessous des attentes, l'inflation allemande tomber en dessous des attentes, et en fait, c'est pour ça que j'appelle ça la parenthèse enchantée. Parce que si ça se trouve, on a des indices PMI, on a des enquêtes, tout ça qui sont extrêmement haussières, on a des chiffres d'inflation, de croissance qui remontent un petit peu, mais ça peut très vite redescendre, ça. Et en fait, on est en train d'avoir une remontée des chiffres économiques et tout le monde les extrapole en disant c'est bien, on va là-haut. Donc imaginez qu'on fasse ça. Le différentiel entre les espoirs des marchés et la réalité, qui ne serait pas si rose qu'on l'entend actuellement, serait énorme. Voilà. Donc, c'est un peu le scénario du diable, si tu veux, mais c'est pour ne pas être d'accord avec tout le monde, parce que j'aime pas être dans le consensus, en général. C'est pour ça qu'on est soit à l'aube d'une nouvelle tendance d'inflation, comme tu disais, là on est monté, et là on est clairement dans un cycle où soit ça va se poursuivre. En fait, voilà, ça c'est le graphique de l'inflation. Donc vous voyez en noir donc l'eurozone CPI, donc l'inflation en zone euro, et puis vous avez les cours du Brent et ce que ça donne sur l'inflation. Et vous voyez bien qu'avec la hausse des cours du Brent, on a l'inflation là qui était attendue pour ce début d'année en explosion littérale. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Elle retombe tout aussi sec. Et que ce soit les prévisions des économistes ou de la BCE elle-même, les prévisions pour les 3 mois à venir sur l'inflation sont baissières. Alors ce que tout le monde espère derrière, c'est que cette hausse du pétrole, ce dynamisme économique engendre une hausse des salaires et donc des dépenses des particuliers et donc relance un dynamisme économique. Voilà.
C'est une possibilité dans le meilleur des mondes. Voilà, et ça, c'est pas certain. Donc après ça, on avait vraiment touché un point bas. On était dans des scénarios qui étaient à l'opposé déflationnistes, où on ne voyait pas comment on allait s'en sortir. Et là, clairement, on est allé trop bas. On est allé bas, voilà. Un peu trop bas, un peu trop vite, on est remonté. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on pourrait voir les taux remonter en cas de risque politique. S'il y a de la déstabilisation politique, on pourrait voir les taux remonter. Et en fait, alors que tout le monde dit que les taux remontent graduellement parce que la situation économique le veut, je me demande si à terme, si les taux montent, ce ne serait pas simplement à cause de risques politiques et non pas à cause d'une réelle reprise économique, etc. Donc je fais attention là-dessus. Dans les devises, j'ai choisi aussi la livre et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est un peu comme sur l'euro, c'est comme si on avait atteint un peu un paroxysme. Alors après il y a le Brexit qui va se développer, donc on verra comment ça se passe dans les mois qui viennent, mais vous voyez, la livre en 2000 pendant la crise elle a perdu 31% avant de se stabiliser puis de se reprendre, elle a perdu pratiquement la même chose là entre 2014 et puis l'épisode Brexit. On voit des chandeliers mensuels qui montrent que les acheteurs sont présents, la zone des 1,20 qui ne veut pas casser. On a eu à la dernière réunion de la BOE un des 9 membres qui a voté en faveur d'une hausse de taux. Donc ici aussi, on est peut-être dans un changement de rhétorique. Et vous aurez remarqué parallèlement à ça que malgré le fait que les États-Unis envisagent des hausses de taux, le dollar baisse. Donc on a d'un côté les États-Unis qui disent on va monter les taux et on a un dollar qui ne monte plus. Et parallèlement à ça, on a effectivement des Européens qui disent qu'ils pourraient potentiellement le faire. Et en fait, ils n'auront peut-être pas. Ils n'iront peut-être pas jusque-là, mais ne serait-ce que les dire, effectivement, tu le disais, c'est des anticipations, puis c'est des politiques de banque centrale, hein, donc ça dure très longtemps. Ça peut être intéressant. Donc la livre n'a peut-être pas dit son dernier mot. Après, il y a un actif que j'aime beaucoup, c'est l'or. Parce que l'or, tout comme l'argent, on est sur des obliques de soutien très long terme, on reste dans des tendances haussières de très long terme, on a eu une consolidation sur les cours de l'or de 4-5 ans, mais après quand vous regardez sur un graphique de 20-30 ans, ça ne change pas grand chose.